19h à Moba, 19h à Kamina, 18h à Kinshasa, heure à laquelle nous vous convient à suivre cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, on va parler d'une seule thématique, pourquoi et pour qui voter pendant cette période électorale. Ça sera avec M. Rodrigue Elekeleme. Voilà, lui c'est un analyste, il est aussi maître avocat. Avec lui, on va essayer un tout petit peu d'analyser le contour du processus électoral en République démocratique du Congo. Et aussi Cyril Kotananga qui sera là. Elle est candidate au niveau du Sankuru. Voilà ce qui fait à la charpente de notre Kinshasa direct. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge. Bienvenue, madame. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Le candidat président de la République, Moïse Katumbi, a fait ce jeudi Kamina et Pweto dans le cadre de sa campagne électorale de territoire du Grand Katanga. Hier, l'ancien gouverneur du Katanga était à Kalemi où il a été reçu en grande pompe par la population locale. En santé, la chirurgie des ladénans, des lipophyses se pratique désormais en République démocratique du Congo. Une synergie entre la Société nationale de neurochirurgie en collaboration avec les cliniques universitaires et le centre hospitalier Initiative Plus. Le président de la Société nationale de neurochirurgie et coordonnateur du centre hospitalier Initiative Plus, Jeff Ntalaja, a rassuré que la prise en charge de ces pathologies vient mettre fin au souci des Congolais de courir à l'extérieur en quête des soins. En dehors de nos frontières, aujourd'hui s'ouvre la COP28 à Dubaï. Cette grande conférence internationale permettra aux États de prendre de nouveaux engagements en matière de lutte contre le changement climatique. Elle se tient aux Émirats arabes unis jusqu'au 12 décembre prochain. Le président de la République, Félix Tshisekedi, ne va plus finalement participer à ces assises. Il sera représenté par Eve Bazaïba, vice-première ministre en charge de l'environnement. C'est tout pour ces titres. Le développement à 19h avec Arlette Boutella. Pour l'heure, place à Kin Direct avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci à toi, Bédrine Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Ce sera avec Arlette Boutella. Tout de suite, notre premier invité. Président de la République. Autant Patrice Emery Lumumba et ses compagnons ont lutté pour l'indépendance politique du Congo, autant le Congo a encore besoin des fils braves et visionnaires pour arracher tant soit peu l'indépendance économique et libérer le peuple congolais du cycle infernal de misère dans lequel il est plongé depuis des décennies. C'est dans ces cadres que s'inscrit la vision sans ambiguïté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la lutte pour l'indépendance économique son cheval de bataille. L'élection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par la volonté de Dieu et la confiance du peuple congolais, exprimée à travers les urnes, de les placer à la tête de notre pays durant ce quinquennat. Soit disant en passant, nous exhortons le peuple congolais Voilà, nous allons parler du processus électoral avec un analyste politique pour certainement épingler pourquoi voter, pour qui voter, autant de questions qui reviennent certainement. Est-ce qu'on doit voter parce qu'il y a des polos? Est-ce qu'on doit voter parce qu'il y a des foules? Nous allons essayer d'analyser. Monsieur Rodrigue, bienvenue.
Merci beaucoup, cher David. Vous êtes beaucoup plus intéressé à cette question, alors qu'il y a des jeunes comme vous qui ont postulé, vous n'avez pas voulu postuler. Je pense que les élections sont très importantes pour la conduite de notre pays. Postuler, c'est un droit et un devoir, mais c'est un droit qu'on doit exercer avec responsabilité. On ne doit pas le prendre à la légère parce qu'on est en train de prendre en charge la destinée de toute une nation. Donc, ce n'est pas en précipitation qu'on doit postuler. On doit postuler quand on se sent prêt et puis quand on se sent utile pour servir la nation dans la sphère politique, parce qu'on peut servir la nation aussi autrement. Est-ce que notre continent, et plus particulièrement notre pays, est à même ou est mûr pour voter? Je pense qu'on doit commencer quelque part. Vous savez, en 2005, précisément, je crois, les 18 et les 19 décembre 2005, le peuple congolais, 15 millions de Congolais ont décidé de voter pour notre constitution, ont décidé d'aller aux urnes pour choisir une nouvelle constitution qui est l'escabeau de la Troisième République. Et 84% de ces 15 millions de Congolais ont dit oui à cette constitution. Et vous savez, cette constitution, déjà dans son préambule, le deuxième paragraphe, je crois, de son préambule, dit que le peuple congolais, les constituants, en tout cas le peuple congolais en 2005, a manifesté sa volonté de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit, un État, une nation puissante et prospère, fondée sur des valeurs démocratiques, politique, sociale et économique. Et cette volonté manifestée par le peuple congolais, telle qu'elle est renseignée dans les préambules de la Constitution, a été consacrée par l'article 1er de notre Constitution, qui dit que la République démocratique du Congo est un État de droit, uni et indivisible, souverain, démocratique et laïque. Ce qui veut dire que le peuple congolais avait porté le choix sur le mode de gouvernance de notre pays, qui est la démocratie. Donc, c'est à travers les élections qu'on a le choix ou le quitus de la population pour diriger notre cher et beau pays. Voilà, les élections, oui, mais vous ne voyez pas que ça, c'était un système occidental, alors que chez nous, Africains, on avait notre système, c'est-à-dire on avait un chef qui devait rester, et on s'est rendu compte qu'avec les élections, nous dépensons trop, mais lorsqu'on regarde au niveau des infrastructures, ça ne coûte absolument rien du tout. Alors, à titre exemplatif, pour une élection, il nous faut au moins $1 milliard. Alors que ces $1 milliard, ça peut, une fois que vous parvenez à concentrer ça, ça peut certainement aider à ce qu'il y ait des infrastructures. Est-ce qu'il fallait aller au vote ou bien il fallait chercher un autre système pour que nous Africains, qu'on se retrouve? Cher David, je veux un peu vous faire rire parce qu'il y a certains de mes amis qui me disent que Rodrigue, toi tu es très démocrate et tu aimes trop la démocratie. Nous pensons que la RDC, ce n'est pas un pays où on doit organiser les élections pour que ce pays puisse se développer. On doit plutôt soit créer notre propre système démocratique, définir la démocratie à la congolaise et choisir les autorités qui vont nous diriger de la manière la plus traditionnelle, comme le faisaient nos ancêtres. Mais moi je me dis, vous savez, il y a un adage qui dit la liberté n'a pas de prix. Ce qui veut dire les élections, la démocratie telle qu'elle est conçue aujourd'hui et telle qu'elle avait été définie, notamment par le président américain Abraham Lincoln, déjà vers le 19e siècle, qui disait la démocratie, c'est un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et nous définissons aussi la démocratie partant de sa définition comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et Abraham Lincoln n'a pas tiré ça du néant. L'idée ou la définition de la démocratie telle qu'elle est conçue par Abraham Lincoln tire ses origines des anciens temps, notamment 2 siècles avant lui. Je vois 17e siècle avec Thomas Hobbes et John Locke qui disaient, et vous allez en convenir avec moi, que les chefs, à l'époque, c'était les souverains absolus, pensaient que le pouvoir qu'ils détenaient venait du ciel. Et Thomas Hobbes a dit non. Le pouvoir que vous avez, c'est parce que tout être humain a des droits qu'on appelle des droits naturels. C'est-à-dire, j'ai le droit naturel de me défendre moi-même. J'ai le droit naturel d'avoir certains biens. Donc, c'est un droit que j'ai. Mais vu que si toute la population, chacun veut
jouir de ses droits, ça créera un chaos. Alors, pour ne pas permettre que les chaos puissent s'ériger dans une nation, il faut qu'il y ait une personne qui va gérer les personnes et puis qui va distribuer les personnes. C'est pour cela le peuple a donné une partie de ses droits légitimes, de ses droits naturels à vous, le souverain primaire, le souverain absolu, pour que vous puissiez les gérer et par la puissance que vous avez, pour que vous puissiez éviter les chaos. Et John Locke a dit de cette relation qu'il y a entre le peuple et le souverain absolu, il s'est créé ce qu'on appelle un contrat social. Le contrat social qui existe entre les gouvernants et les gouvernés. Et tout ça, c'est à l'occidental. Absolument, je vais en venir. Alors que chez nous, on devait adopter un système qui devait certainement nous permettre de regarder avec les élections qu'est-ce que ça a apporté. Alors que ces systèmes, c'est un système démocratique. Si vous regardez les États-Unis, la France, au départ, c'était d'abord de la dictature. Ce n'est qu'après, lorsqu'ils se sont beaucoup plus développés, ils ont maintenant opté pour la démocratie, là où ils sont arrivés à l'apogée. Absolument. Comme je l'avais dit, il faut d'abord commencer quelque part. Dans ce pays, nous avons vécu la dictature pendant 32 ans avec Mobutu. Et nous en savons quelque chose. Et nous avions décidé en 2005... Et en 2006, il y avait eu des premières élections. Nous avons décidé en 2005 d'instaurer les systèmes démocratiques pour régir notre pays. Et pourquoi je pense que la démocratie est un bon système pour notre pays? Parce que vous savez, la démocratie crée ce qu'on appelle la redevabilité. Et à travers la démocratie, notamment les élections qui sont l'un des piliers de la démocratie, le peuple vote ses dirigeants. Et ces votes, ces choix des dirigeants créent ce qu'on appelle la légitimité. Le peuple se reconnaît à travers ses dirigeants. Et ces dirigeants sont redevables envers ce peuple. Le dirigeant a promis des choses, les dirigeants avaient sollicité les votes du peuple suivant un programme ou un projet qu'il avait présenté, et c'est sur base de ce projet-là qu'il sera jugé. Et vous verrez que dans le système que nous avons choisi, nous disons cette volonté que nous avons exprimée pour que vous puissiez nous gérer, nous allons la renouveler chaque 5 ans. Alors après 5 ans, après avoir géré, les gouvernants reviennent vers ce peuple pour dire: tiens, vous m'avez donné ces pouvoirs, vous m'avez demandé de gérer à votre destinée, de présider à votre destinée. Je vous avais promis de faire ça. Voilà ce que j'avais fait. Et je viens pour solliciter que vous puissiez renouveler votre confiance en ma personne. Et c'est cet exercice qui permet que les gouvernants ne puissent pas se sentir comme un souverain absolu, comme c'était le cas avec Thomas Hobbes, mais plutôt comme quelqu'un qui est au service de son peuple. Et en ce moment-là, le peuple peut lui demander de s'exécuter et le peuple peut lui demander des comptes, et il va rendre des comptes à ce peuple. Il va travailler pour qu'à l'issue de son mandat, il ne puisse pas venir avec des promesses, mais plutôt avec des actions. Il puisse venir dire à ce peuple-là que vous m'avez voté sur base de ce programme, voilà ce que je fais, et ce peuple va renouveler sa confiance. Et en ce moment, vous verrez que plus nous allons évoluer dans ce cycle, plus il y aura un développement qui va s'en suivre. Parce que nous avions vécu la dictature avec Mobutu, vous savez, l'état dans lequel il a laissé le pays. La dictature, oui, dans certains pays. Certains disent que la dictature a fait développer certains pays. On a l'exemple de la Chine, on a l'exemple de la Corée du Sud, mais je vous dis que les États-Unis, c'est un pays qui représente aujourd'hui, qui est le porte-étendard de la démocratie. C'est depuis l'accession des États-Unis à l'indépendance que cet État-là est démocratique. C'est la plus ancienne démocratie dans ce monde. Mais aujourd'hui, c'est le pays le plus développé. On peut pas le contester. Mais dans des pays où la dictature a fait développer le pays, c'est parce qu'il y avait des leaders. Il y avait des leaders qui avaient une certaine vision éclairée pour leur pays. Et au finish, même s'ils ont réalisé cette vision, au finish, le peuple s'est rendu compte que non, on ne peut pas continuer avec la même personne qui est en train de réaliser ce que lui, il pense être bon pour nous. Nous voulons avoir des personnes qui vont faire ce que nous, population, pensons être bon pour nous. Donc c'est pour cela... C'est bien de parler. Le problème, c'est le vote, oui. Il y a un problème aussi des timings, le temps. Le temps, c'est-à-dire que pour un pays comme la RDC, 5 ans pour un président de la République, c'est vraiment difficile qu'il puisse réaliser tout ce qu'il a promis. Il faut au moins beaucoup de temps. Alors, vous ne voyez pas qu'avec ça, c'est que 5 ans, élection, et que le président qui est là, il ne fera absolument rien du tout, et le peuple continue toujours à souffrir, continue toujours à vivre dans la misère. Cher David, vous savez, le plus grand problème avec notre pays, c'est l'homme, en fait. La RDC a tout.
Dieu nous a bénis. On a plus de 1100 ressources naturelles. On a, je parle en termes de minerais. On a 80 millions de terres arables. D'ailleurs, la FAO avait dit, avec cette potentialité, nous pouvons nourrir toute l'Afrique, les États-Unis et l'Europe. On a presque tout. Mais ce qui nous manque, c'est l'homme. Mais aussi, à côté de l'homme, ce qui nous manque, c'est l'amour du pays. Beaucoup sont en train de concourir, beaucoup sont en train de vouloir obtenir le pouvoir pour gérer. Pour eux-mêmes, peu sont en train de compétir pour le Congo. En fait, le Congo devait être notre idéal. Nous sommes en rupture avec ce qu'on appelle la collectivité. Nous voulons, chacun veut gagner, chacun veut aujourd'hui devenir député et profiter de 21 000 $ et j'en parle. Mais le problème, comme je l'ai dit, si aujourd'hui tout le monde commence à penser Congo, ça fera en sorte qu'il n'y aura plus de rupture parce que nous aurons ce qu'on appelle des programmes structurants. Le problème avec le Congo est que généralement nous avons des politiques qu'on appelle des politiques des politiques qui sont liées aux problèmes posés à un certain moment, à une certaine période. Nous n'avons pas de politique à long terme. Alors, je peux vous donner l'exemple de la Tanzanie, qui est non loin de chez nous. Vous avez le fait président Magufuli, ce qu'il a fait de ce pays en 5 ans. Nous, avec les potentialités que nous avons, nous pouvons pas changer le pays en 5 ans, mais nous pouvons mettre le pays sur la voie, la bonne voie de son développement. Et pour ce faire, il nous faut mettre en place des politiques, non pas conjoncturelles, mais des politiques structurelles, des politiques qui visent, qui sont en phase avec nos potentialités. J'ai parlé des terres arabes, 80 millions de terres arabes. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, près de 21 millions, plus de 21 millions de Congolais vivent dans une situation de précarité extrême en termes de l'insécurité alimentaire, qu'à 71% d'enfants congolais vivent de la malnutrition aiguë? Mais qu'est-ce qui explique ces paradoxes? C'est le fait que nous avons des politiques qui sont conjoncturelles et non pas structurelles. Les pays tels que le nôtre, avec les potentialités que nous avons, nous devrions investir grandement dans les infrastructures. Les infrastructures notamment routières, pour construire des routes agroalimentaires qui permettront à ce que dans les fins fonds de nos villages, là où on est en train de faire l'agriculture, que les produits qui sont collectés au niveau des champs puissent atteindre la population qui en a besoin. Donc, pour ce faire, on a besoin des infrastructures. Et jusqu'à ce jour, c'est vrai avec les projets des 145 territoires qui, du reste, doit être encore bien ficelé. Mais avec ça, on voit qu'aujourd'hui, on est en train d'atteindre les couches les plus profondes de notre pays. Donc, c'est ce qui est important, mettre en place ces genres de politiques structurelles sur le plan des infrastructures, sur le plan social notamment, travailler pour rendre notre économie plus résiliente et ne pas seulement dépendre des ressources naturelles qui, vous savez comme on le dit, les ressources s'épuisent. On doit maintenant migrer vers l'économie, je dirais, plus productrice. Voilà, vous êtes chercheur. Pour vous, pour un quinquennat ou un mandat, il faut combien? Il faut 5 ans, 10 ans, et que pour qu'un président se sente qu'il a vraiment travaillé pour le besoin de sa population. En fait, quand on parle des élections, on vise ce qu'on appelle la rotation. Dans un État démocratique, pour que la démocratie puisse être vécue dans un État, il y a également ce qu'on appelle l'alternance. L'alternance est très importante. Nul n'est, comment dirais-je, indispensable. Nul n'est indispensable. En fait. Chaque Congolais peut porter sa pierre à l'édifice. Mais le plus important, c'est avoir à cœur le Congo. Pendant 5 ans, on ne peut pas développer le pays, la RDC, il faut combien, mais alors? On peut redresser alors, le il faut Congo. Combien On peut redresser les Congos, on peut faire des grandes choses, on peut faire des bonnes choses qui mettront ce pays sur je dirais, sur le chemin de son développement. Donc on n'a pas besoin de 10 ans. Aux États-Unis, c'est 4 ans. C'est 4 ans, par exemple. Et c'est là commencé depuis George Washington. Donc, ce qui veut dire, on n'a pas besoin de 10 ans, on n'a pas besoin de 20 ans, on a juste besoin d'un planning. Bon, certains diront que les réalités américaines ne sont pas celles congolaises. Absolument. Enfin, le problème, le plus grand problème avec le Congo, c'est, comme je vous ai dit, cette rupture avec la collectivité. Vous savez, quand on dit aujourd'hui Ofele, ce n'est pas un mot lingala. Cela veut dire
dit aux frais de l'État. Nous, les Congolais, quand nous faisons des choses, on se dit, bon, quand c'est pour l'État, on le fait voilà, à la va-vite. Mais quand c'est personnel, vous verrez que les maisons personnelles sont construites mieux que les bâtiments de l'État. Mobutu disait quoi? Après moi, ça sera les déluges. Ce n'est pas les discours que nous, Congolais, devons tenir. Parce que quand on dit aujourd'hui en Afrique, les drames avec l'Afrique, c'est que, vous voyez, il y a un adage qui dit, en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui part. C'est cet adage, et c'est cet adage démontre... Je ne vous interromps pas. Il y a aussi, quand on dit répartir à zéro ou consolider les acquis, c'est presque le même adage. Ce que je suis en train de dire, c'est que... Presque, donc, pour dire que c'est la personne qui est là, qui est homme providentiel, sans cette personne, donc ça sera répartir à zéro. En fait, ce que je suis en train de dire, nous ne devons pas rompre avec la collectivité. Nous devons d'abord avoir les Congos. On doit se mettre à l'idée que personne ne doit venir et détruire tout ce que les autres ont fait, mais plutôt bâtir sur ce que les autres ont fait. Depuis 2006 à ce jour, on ne peut pas dire que le Congo ne fait que régresser. Il y a eu des avancées, c'est vrai. Il y a eu aussi des points sur lesquels on peut... il y a eu certaines régressions. Mais qu'à cela ne tienne, quiconque viendra après le 20 décembre, si c'est l'actuel président, il doit continuer sur les bases solides qui ont déjà été mises en place et évoluer. S'il y a un autre président qui vient, il ne doit pas faire les tabula rasa et commencer avec une nouvelle perspective, mais plutôt construire sur ce qui existe, ce qui a été fait de bon et évoluer. Donc, nous ne devons pas rompre avec la collectivité et être égoïste parce que, vous voyez, les Congolais, le problème c'est que c'est moi. On est trop dans ça, dans les maturités. Nous devons savoir, nous avons un seul Congo à bâtir. Si aujourd'hui, cher David, vous roulez avec des grosses carrosses, votre maison est présentable, pendant que quand vous sortez juste devant votre maison, les routes sont dans un état de délabrement très avancé. Les personnes que vous voyez devant votre maison sont dans une pauvreté extrême. Vous ne serez pas heureux. Oui, vous serez malheureux de vivre une vie de richesse extrême dans un pays extrêmement pauvre. Donc, je pense que ce qui est important, nous devons tous penser Congo et nous devons travailler pour la collectivité avant nos intérêts personnels. Alors pour qui voter? Ok, vous savez, quand je venais pour cet échange, pour cette émission, mon maître m'a envoyé un article écrit par le docteur John Ulimwengu. Cet article dit les coûts, je suis en train de paraphraser, les coûts économiques, politiques et sociaux de l'élection des personnes non qualifiées. Pourquoi j'ai trouvé cet article intéressant? C'est parce que je pense que dans notre pays, le plus grand problème auquel nous faisons face, c'est l'homme congolais. Pourquoi je dis l'homme congolais? Parce que, vous savez, Dieu nous a tout donné. Nous avons des ressources naturelles, mais pour changer ces ressources naturelles en richesse, c'est l'homme. On dit toujours, nous avons besoin des institutions fortes et non pas des hommes forts, mais les personnes qui façonnent ces institutions fortes sont les hommes. Donc, on a besoin aujourd'hui de voter pour des personnes qualifiées. Quand je parle de qualification, ce n'est pas en termes de diplôme et tout, mais la qualification en termes de vision et de compétences. Vous avez une vision claire et vous avez des compétences pour réaliser votre vision. Et cette vision, elle est présentée sur base d'un programme. Vous présentez les programmes auprès de la population. Et la population congolaise, aujourd'hui, comme je crois l'avoir dit, a les devoirs, parce que le vote est une responsabilité, quand il va voter, de voter pour une personne qui avait présenté un programme et dont le background nous donne une sorte d'assurance que cette personne-là va réaliser les programmes qu'il nous a présentés. Parce que vous le savez, comme le dit le docteur John Ulimwengu, si vous votez pour des personnes non qualifiées, vous avez un coût social qui est notamment l'érosion sociale, vous avez un coût économique qui est la régression économique. Et aussi, dans ce pays, les investisseurs n'auront pas confiance aux institutions qui sont établies parce qu'ils savent que ce sont des personnes qui ne sont pas qualifiées. Les coûts politiques, c'est que la population, vu que ces personnes-là non qualifiées mettront en place ou exécuteront des politiques pas bien ficelées qui ne vont pas rencontrer, en tout cas, les désidératas de la population de plus en plus va perdre confiance aux institutions. Maintenant, il y a un problème, c'est que notre population
n'arrive pas beaucoup plus à comprendre la personne qui est devant elle. Nous avons une population majoritairement qui ne connaît pas certains éléments élémentaires. Entre autres, c'est que, vous pouvez voir, il suffit tout simplement qu'il y ait juste quelque chose d'adrénaline et puis la population va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a un problème de maturité par rapport à notre population devant certains candidats. Absolument. En fait, comme vous l'avez dit et puis comme je l'ai évoqué tantôt, nous sommes dans notre quatrième cycle électoral. C'est un processus de maturation. On ne peut pas dire aujourd'hui que la maturité démocratique de la population congolaise doit être la même avec celle de la population américaine, qui a plusieurs années de démocratie. Nous sommes en train d'apprendre. Mais le plus important est que nous ne sommes pas statiques, nous sommes en train d'avancer. Et le travail que nous tous devrions faire, et c'est pour cela que je suis là, et je pense que c'est le travail aussi que les journalistes devront faire, c'est d'aider cette population à maturer démocratiquement, à ne pas seulement voter pour la personne qui vous donne un polo, à ne pas voter pour la personne qui vous donne 5 000 francs, mais à savoir que votre vote détermine l'avenir de ce pays dans les 5 années à venir. Donc vous ne pouvez pas vendre l'avenir de vos enfants, l'avenir de vos petits-enfants, l'avenir de vos arrière-petits-enfants pour un polo, pour 10 000 francs ou quoi que ce soit. C'est une responsabilité et vous devez prendre ça très au sérieux et voter pour une personne, comme je l'ai dit, qui a un parcours, une personne qui a un background, une personne qui présente un projet sérieux. Et ces projets-là doivent être en phase avec les desiderata de notre population. Et comme vous l'avez dit, la majeure partie de notre population, des fois, ne comprend même pas quels sont les enjeux de ces élections. Et c'est le travail de l'élite. Aujourd'hui, l'élite s'est résignée. L'élite ne veut plus prendre part à ces débats démocratiques. C'est pour cela, la nature ayant horreur de vue, tout le monde aujourd'hui parle de la politique. Tout le monde est entré dans la politique et des fois, on nous présente des choses qui sont substantiellement creuses. Donc, nous avons besoin de l'élite qui vient devant la population avec des politiques publiques, des projets ou des propositions de politiques publiques bien ficelées, en phase avec notre réalité, en phase avec nos potentialités. Alors, c'est beaucoup plus subjectif. On a été objectif, plus subjectif. Il y a 23 candidats. 26, je crois. 26, 3 ont désisté en faveur des 4 candidats. Oui. 23 candidats. Pour qui, selon vous, voterez et qui a un projet de société le plus convaincant? Je pense que c'est une question très très importante et qui requiert une réflexion très mûre parce que nous avons aujourd'hui un président sortant qui présente son bilan. Les bilans, c'est sur base du programme qu'il nous avait présenté en 2018. Je me souviens en décembre, si ma mémoire est encore bonne, je crois que c'était le 15 décembre 2018, à Lubumbashi, le président avait en tout cas présenté de manière très succincte son projet. Et ces projets portaient notamment sur la lutte contre les antivaleurs, dont la corruption, le tribalisme, l'injustice, etc. Et notamment l'éducation pour tous, notamment la santé, etc. Et il avait articulé son programme, je crois, sur 20 piliers répartis en 5 secteurs. Et c'est sur base de ce programme-là qu'il sera jugé. Et nous voyons, il y a eu des points sur lesquels il a essayé de mettre certaines bases dans l'éducation pour tous, bien qu'il y a encore des progrès à faire. Et en face, nous avons des prétendants. Des prétendants qui viennent également avec des programmes. Nous avons certains, dont Dr Mukwege, qui parle de 3 fins, je crois. La fin de la faim, la fin des vices et la troisième fin, j'ai oublié. Et nous avons d'autres candidats, Moïse Katumbi et les autres, et chacun avec son programme. Maintenant, comme je l'ai dit, nous jugerons les gens sur base de leur background, du programme qu'ils ont présenté, et vous dites, sur base de ce qu'il a déjà fait, est-ce qu'il peut réaliser ce qu'il promet? Donc, c'est à ce niveau-là que le choix, en tout cas, les choix souverains,
de chaque citoyen doit être fait. Mais le plus important est que le peuple congolais, le 20 décembre, quand nous allons voter, nous savons comment nous avons vécu les 5 dernières années. Nous savons d'où nous venons, où nous sommes et où nous voulons aller. Et ce choix que nous allons faire va déterminer les 5 prochaines années. Et nous devons faire un choix judicieux sur une personne qualifiée. La qualification, c'est sur base du background de chaque personne. Ce qu'ils ont fait et ce qu'ils promettent de faire. Est-ce qu'ils ont tenu promesse? S'ils ont tenu promesse, alors donnons-leur une nouvelle chance. S'ils n'ont pas tenu promesse et que peut-être en face, il y a des personnes qui font des promesses peut-être creuses, que nous pensons qu'ils ne seront pas réalisées, le choix est clair. Donc, j'en appelle à la conscience de tout citoyen, de chaque Congolais, de savoir que nous avons le droit de voter et nous avons le devoir de voter. Le devoir, c'est la responsabilité que nous avons devant Dieu, devant la nation, devant nos enfants et devant nos petits-enfants pour le Congo de demain. Voilà, merci beaucoup, bien dit. Donc jusque-là, je crois peut-être que vous alliez pour un candidat, mais vous avez été beaucoup plus objectif. Oui, je pense... Vous n'avez pas de candidat, hein? Personnellement, je suis en train, en tout cas, de prendre connaissance des différents programmes des différents candidats, et pas seulement des programmes, mais également de la personnalité des candidats. Parce que les projets seuls ne saura être réalisé si la personne n'a pas les qualifications pour les réaliser. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons recevoir deuxième candidat ou deuxième invité. Je vais vous demander de ne pas vous battre entre vous. Ne vous détruisez pas. La politique est une chose. Elle a son champ de bataille. C'est les campagnes électorales et les urnes. La vérité des urnes. Chers jeunes, sachez-le. Quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a des désaccords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces désaccords. Vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Et je vous demande de garder ça à l'esprit constamment. Parce que quand ces choses-là commencent, après on ne sait pas le niveau de dégradation que cela peut avoir. Et avec aujourd'hui les réseaux sociaux, où on invente beaucoup de choses, on va aller dire oui, on a tué quelqu'un ici, on a blessé quelqu'un ici, et il y aura des réponses ça et là, et on n'aura pas de paix. Quand les hommes politiques s'entendent, ils ne vous appellent pas. Donc ce n'est pas à vous de porter leur désaccord. S'ils ne s'entendent pas, ils n'ont qu'à régler ça entre eux, parce qu'ils se connaissent. Voilà, elle est candidate au niveau du Sankourou. On va parler un tout petit peu du Sankourou. On va parler de pourquoi et pour qui voter. Parler aussi de beaucoup de réalités liées à l'actualité électorale. Elle, c'est Cyrilla Kotananga. Bienvenue. Bienvenue, monsieur. Ça n'arrive pas tous les jours de recevoir des femmes candidates. Vous-même, femme, alors vous-même, femme, vous sous-estimez. Pas du tout. Au niveau de la présidentielle, 26 candidats, il n'y a que 2 femmes. Et ces 2 femmes ne s'acceptent pas. Elles ne s'acceptent pas. Qui a dit que ces femmes ne s'acceptent pas? Mais elles ne s'acceptent pas. Elles devraient se rallier et dire que non, moi je désiste en faveur de elles tel. ne peuvent pas désister. Moi, je conseille à ces femmes d'aller jusqu'au bout. Et si, à la fin, elles ont 2 voix, mais elles vont assumer leur échec ou assumer
victoire. Mais ils peuvent désister et dire que Mais non. il faut d'abord Puisqu'on est qu'elles à arrivent deux, à voir le programme de chaque candidat. Tu ne vas pas juste aller par sentiment et dire je désiste en faveur de qui. Non, je dis ces deux femmes devaient se désister entre elles. L'autre dit que je Laisse-le, désiste. on a encore 20 jours, je pense, hein, avant les élections. Donc, attendons un peu. Vous êtes le nombre de combien de candidats? Voilà, je précise, au niveau du Sankourou. Au niveau du Sankourou, on n'a pas 50% de femmes, si c'est ça que vous voulez savoir. Pourquoi? On n'a pas, je ne pense même pas qu'on a 30%, mais il y a quand même de femmes au niveau national et au niveau provincial. Et on espère bien. Alors, c'est quoi les difficultés? Ça veut-il qu'à un certain temps, On espère bien. on n'arrivait pas à enrôler beaucoup plus de femmes dans un parti politique, alors que la loi a été beaucoup plus tendre? La réponse à cette question, j'en ai donné. J'ai donné Allez-y encore, tellement de pour ceux qui réponses. vous suivent. Si vous voulez que je répète et répète, Répétez. c'est un mot très grave que vous n'aimez pas, mais que je vais quand même dire, les hommes ont peur de femmes. Vous êtes des machos. Donc vous avez toujours peur que la femme soit là. Est-ce que c'est la peur vienne décider que la femme... Ou c'est vouloir ne pas mettre l'incompétence de la femme, c'est la place. L'incompétence de la femme. Mais donnez d'abord la place à la femme et vous allez voir si elle est incompétente ou pas. Comment vous voulez mettre le charrier avant les bœufs? Mais dès lors qu'on vous donne tout, on vous donne la loi est tendre vis-à-vis de vous, que vous on ne veut pas de cette loi tendre. Messieurs les journalistes, nous ne voulons pas de cette loi tendre. Nous voulons une loi équitable pour les hommes et pour les femmes. Une loi congolaise qui soit équitable et qui tienne compte des a priori de chacun. Vous êtes dans une grande plateforme de l'Union Sacrée. Et on continue à recevoir, avant que vous ne soyez là, j'ai reçu d'autres candidats qui s'est plaigné de manque de financement par rapport à la campagne. Et vous, est-ce que vous êtes dans ce lot-là ou bien vous êtes exempté? Nous attendons. Vous attendez les moyens? Les moyens arrivent. Nous continuons à attendre. Mais jusque quand? Aujourd'hui, c'est le 30, hein? Messieurs les journalistes, il nous reste pratiquement vous n'êtes pas parmi les financiers, vous n'êtes pas candidat. Mais il nous reste 18 jours. Vous n'êtes pas candidat et je pense que ce n'est pas à vous d'être aussi curieux de savoir si on a reçu de l'argent ou pas. Ça, laissez-nous les candidats de continuer à demander si on aura de moyens ou pas, si on a déjà de moyens ou pas. Mais la question ici, s'il vous plaît, jours. messieurs les journalistes, la question, ce pourquoi vous pouvez plaider, c'est par exemple les députés provinciaux qui attendent leur salaire depuis 6 mois. Pour ces gens-là, plaider parce qu'ils n'ont rien. Oui, ça va arriver, mais d'abord vous, là... Non, oubliez les candidats, vous n'êtes pas candidat. Mais il reste 18 jours, comment vous allez faire? Moi, je vais battre campagne, je vais chez moi, avec ou sans argent. J'irai. Mon autorité morale, mon parti, mon regroupement politique va faire ce qu'il faut pour que j'aille dans les Sankourou, battre campagne. Et si vous posez la question là-bas, ça chauffe sur le numéro 60. Donc, je n'ai pas entré dans des zigzags de politiciens. Vous, c'est combien, 60? Ah oui. 60 au niveau provincial. Provincial seulement? Oui. Je laisse le national à notre champion, notre leader, à tous, chez moi à Lodja. Je ne vais pas, parce qu'on est dans le même... C'est qui? C'est l'honorable Lambert Mido Malanga. Donc, c'est lui. Donc là, vous le laissez? Donc oui. Vous voulez... Au niveau national, c'est lui. Donc, voilà. Je suis en province. Allons-y au niveau du Sankourou. Votre Sankourou, jusque-là, c'est comme s'il y a eu un abandon total. C'est pas l'abandon. C'est quoi? On a toujours... comment dirais-je? Comment je peux appeler ça? On ne sait pas. Jusque-là, je ne pense pas. C'est certain. On n'a pas su faire le bon choix. On n'a pas choisi un gouverneur qu'il faut, qui réfléchisse, qui pense à la population et qui puisse travailler pour l'intérêt commun. Qu'est-ce qu'il fait? Ce sont les gouverneurs qui travaillent pour Lambert Menda a été écarté. Déjà, certains de ses partisans disent que c'était d'une manière méchante ou injustement. Injustement. Les gens ont mis Moukoumadi. Moukoumadi, celui-là, il n'a rien foutu. Il est parti. Alors, il y a un autre qui est là. C'est comme si le Sankourou est en train de vivre son propre malheur. Les Sankourou stagnent. Et je pense qu'avec ces élections, il faut que la jeunesse sankouroise se réveille parce que ce qui met à terre les Sankourou, c'est le tribalisme. Et c'est surtout les... Il y a un conflit
qu'on appelle Ekondaïswe, donc conflit des savanes et forêts. Et c'est la peur de l'autre. Au lieu de nous mettre ensemble pour construire les Sankourou, ben, chacun pour soi, on dit, nous sommes des Konda, on travaille pour nous. Les autres, nous sommes des Suez, on travaille pour nous. Et pour les gouverneurs actuels, s'il y a quelqu'un qui adore plus ses poches que la province pour laquelle elle a été élue, c'est le gouverneur Jules Lodi. Gouverneur, bonjour, mais tu nous déçois et tu fais mal. Ce que tu fais, c'est pas bon. Tu le sais, hein, tu connais ma bouche, je te l'ai dit, c'est pas bon. À 1 mois des élections, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Je conseille à tout le monde d'essayer de remettre le gouverneur à sa place. Le remettre à sa place, c'est le sanctionner par mais il n'a pas eu assez de temps. Les élections. Il n'a pas eu assez de temps. Il a eu assez de temps. En 2 mois, à 1 mois, à 3 mois, on peut faire quelque chose. Alors, vous avez voulu qu'il fasse quoi? Parce que quand il est arrivé, il a commencé par lui demander. Il a hérité du gouvernement de Moukoumadi. Commencé par demander rien du tout. Où passe l'argent du Sankourou, de la province. Les chefs de secteur, depuis 6 mois, depuis que l'honorable Benoît Oulamba a été déchu, cet argent-là va où? Ils ne sont pas payés. Les chefs de l'État, bientôt, il va au Sankourou, le 11, il paraît. Le 11 décembre. Il va au Sankourou. On voit les bilans, il y a des écoles, il y a des hôpitaux. Il y a un bilan là, au niveau de Sankourou? Non. Vous m'avez posé la question, laissez-moi vous répondre. Oui, je vous laisse. Il y a des bilans du chef de l'État partout. On parle de ce qu'il a fait avec les 145 territoires. Chez moi, dans les Sankourou, je regarde ces caméras aujourd'hui devant vous, devant les Congolais. Et je dis que dans les Sankourou, il n'y a rien. Rien du tout, zéro. On a 2 bus qui viennent d'arriver. Et ces 2 bus sont toujours à au port parce que c'est arrivé à Lusam. Mais ça ne peut pas arriver à Lodja parce qu'il n'y a pas de route pour ce genre de bus. Et ce matin, on me disait, ce n'est pas le bus offert par le chef de l'État, c'est le bus de Transco. Qui a envoyé parce qu'il voulait essayer et voir si dans les Sankourou, ça ne va pas, ça peut marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'on n'a pas de route. 2 bus sont arrivés là. Il n'y a aucune infrastructure. Non. Il n'y a pas longtemps, on vient de faire les lancements de travaux. Les routes, on a commencé, mais là, c'est parce qu'il y a une entreprise privée qui a eu ce marché, c'est Iris Africa, qui est combattu par le gouverneur, mais au moins Jules. lui, oh oui, le gouverneur Jules, la poche est plus grande que... alors, vous ne voyez pas qu'avec ces bilans maigres, vous risquez de subir un vote sanction? Non. Qui va subir les sanctions? Non, c'est l'union sacrée. Et vous qui mais on a encore un mois. On a encore à 1 mois. Moi, je pense qu'on peut rappeler au gouverneur... Vous allez faire quoi? 1 mois, si vous n'avez rien fait durant les 5 ans, non, 1 mois. Ne me dites pas, s'il vous plaît, que nous n'avons rien fait. Au niveau du Sankourou? Ça a été, les contrôles, oui. Manque de contrôle, il y a. Parce que, par exemple, il n'y a pas longtemps, Madame Nyakeru qui avait envoyé les médecins, qui avait envoyé de pagnes pour les femmes au niveau du Sankourou, qui a envoyé les médecins pour opérer gratuitement, qui a demandé les mesures de grâce pour les prisonniers du Sankourou. Et on a donné ça à une dame, Madame Cécile Edungu. Et quand cette femme est allée, là, elle ne parle que d'elle. Il n'y a rien au nom du chef de l'État ou au nom de la première dame. Alors demandez-moi, si moi je vais aujourd'hui dans les Sankourou, est-ce que je vais parler de ce que je ne sais pas ou je peux parler juste de ce que je sais? Et de ce que je sais, c'est que je sais qu'il y a des gens qui ont reçu l'argent, qui ont reçu des marchés, qui devaient travailler pour qu'on ait ne serait-ce qu'un ébauche d'un bilan de ces 5 ans pour les Sankourou, mais ça n'a été que grandeur et décadence. On a eu de gros mots, de gros projets, mais sur le terrain, demander au gouverneur, peut-être que nous ne savons pas où les écoles ont été construites et où les hôpitaux ont été rénovés. Alors, le programme PDL 145, est-ce que ça se vit au niveau du Sankourou? Mais c'est de ça dont je parle ici. Le programme, oui, l'argent a été versé
par l'État. L'État congolais a financé, mais au Sankourou allait demander au gouverneur Jules Lodi, il sait où il a construit des écoles. Ah oui, IGF alors. Parce qu'il a passé le peu de temps qui lui a été accordé à parler de projets de BCI. BCI, c'est un projet des Américains qui sont venus pour les bonobos. Pourtant, ils sont là avec l'histoire de Carbone 14. Et cette histoire a bousillé 1 an dans les Sankourou. L'Assemblée provinciale, depuis 6 mois, on n'a même pas siégé parce que pour les gouverneurs, c'est les chasses à l'homme, la seule chose qu'ils voudraient bien défendre, c'est qu'on les laisse les champs libres pour aller exploiter la forêt des Aramba. La forêt des Aramba, c'est la forêt qui nourrit tous les Sankourou en gibier. Si aujourd'hui, il amène les Américains à exploiter cette forêt avec un contrat sur 100%, où les Américains bénéficient de 70% et la nation congolaise de 30%, dis-moi où est le sérieux d'un homme d'État? Où est le sérieux? Alors maintenant, le Sankourou tel qu'il est là aujourd'hui, est-ce que vous pensez ou vous croyez, une fois que vous serez élu, parce que regardez déjà 6 mois que l'Assemblée provinciale ne se réunit pas, parce que le gouverneur ne veut pas. Le gouverneur ne veut pas être contrôlé. Est-ce que vous croyez, même si aujourd'hui vous êtes élu, vous allez faire quelque chose? Je ferai quelque chose. Et c'est pour ça que je conseille à tous les Sankourois et Sankouroises, et toutes les Sankouroises plutôt, de faire un effort, de faire un choix judicieux, d'écouter, de faire... moi, je propose même qu'on fasse des conférences, qu'on fasse des débats télévisés ou radiodiffusion, où chacun donne son plan d'action, où chacun parle. Parce que les mandats des députés, ce n'est pas pour aller voler l'État. Et ce qu'on a vu dans les Sankourou, on a eu plus de corrompus, plus de gens qui vont là, qui se taisent, qui attendent que l'État envoie de l'argent pour qu'ils bouffent. C'est pour ça que l'honorable président Benoît Olamba, que je salue en passant, a eu le fil à retordre, parce que tout ce qu'il disait, beaucoup ne l'attendaient pas. Pourtant, tout ce qu'il disait, c'était ce qui pouvait ramener la province sur le rail pour qu'on puisse avoir une ébauche de développement pour le Sankourou. Alors, maintenant, Benoît Donc, Olamba, il faut bien Benoît choisir Olamba, son candidat. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit mis de côté? C'était sa rigueur ou c'est sa rigueur? Non, avec... non, sa rigueur, parce qu'il a déjà demandé au gouverneur au moment de cette histoire de BCI qu'on ne pouvait pas amener les étrangers exploiter nos forêts. Il faut qu'on s'assied autour d'une même table, la population sankouroise, donc les autochtones des Aramba, nous qui sommes des députés, donc les mandataires du peuple, et vous, les gouverneurs, on s'assied et on décide, on écoute d'abord BCI, on demande à la population ce qu'il veut, on partage les gains entre les entités, l'État congolais, les BCI et les autochtones, parce que vous allez déplacer ces gens-là pendant 30 ans. Donc si BCI commence l'exploitation, ça veut dire que pour qu'ils séquestrent ce carbone, il faut que les autochtones sortent de cette forêt pendant 30 ans. Mais c'est cette forêt-là qui les aide à cultiver, à nourrir les enfants, à vendre et tout. Donc, s'ils partent de là, ils vont vivre comment? Quelle est leur part? Est-ce que vous allez construire des écoles pour eux? Est-ce que vous allez construire des supermarchés? Ou vous allez les déplacer? Où est-ce qu'ils vont vivre pendant ces 30 ans? Et ça, c'était beaucoup trop pour le gouverneur. Mais ce n'est pas que le gouverneur, il y a eu des vieux casquettes, il y a eu de caciques, comme on les appelle chez nous, des katakokombe qui ont trempé dans ça, et ils ont décidé, au fait que Benoît avait une bouche un peu longue pour parler et des yeux un peu écarquillés, que pour surveiller la province, on devrait les mettre de côté pour pouvoir exploiter cette forêt qui, le gouverneur avait même promis 100 000 $ aux députés pour battre campagne par député. 100 000 $. Et après que Benoît Olamba soit parti, allez demander à ces députés s'ils ont eu même 5 $. Voilà. Alors,
un mot en... C'est quoi? En qui t'étais là. Un qui était là, surtout pour votre électorat de Lodja. De Lodja, De oui. Lodja, Moi, allez-y. je suis à Lodja. Allez-y. Là, il y a l'ombala nawa tete la Tchewalulo Kenya. Nous avons voté mbala Kenya numéro 60. Numéro 60, Kota Nanga Kete Sirila. Députation à Rone, Kele Banyo Kahe Falanga. Mais au Tola Yoko Kanyo Tekete, Dalo Kenya Chocha Tundu. Nous avons voté le provincial numéro 60. Le députation nationale, honorable Lambert Mido Malanga, numéro 71, et le Katako, Atoche Wangela, le niveau, Ndakanye Konyango Tola Union Tekete, la Union Bengelo, honorable Benoît Oulamba, le provincial numéro 39, et le niveau national numéro 21. Merci, Moyo Nichela. Moyole Nuche, ça, il faut le dire quand même. C'est la langue du dernier jugement, donc si vous ne le parlez pas comme il faut. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Cyril Kotananga. Merci surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, vous tous qui êtes au niveau de Sankourou, Lodja, Katakokombe, Nkole. Nous sommes des cœurs avec vous. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Portez-vous très bien. À très bientôt.